Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Procure en parle. Comme l'information est le premier remède, c'est avec plaisir que nous vous présentons le 5e webinaire cette année. Aujourd'hui, nous aborderons les tests et examens tels que la biopsie, les technologies d'imagerie et l'importance du rôle de l'APS pour faciliter le diagnostic ou pour garder un œil sur votre cancer durant ou après un traitement. Le tout avec le docteur Mathieu Bethes, urologue de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval et chef du service d'urologie. Alors, nous aurons droit à une présentation par notre panéliste, suivie d'une période de questions. Parlant de questions, merci pour celles que nous avons reçues d'avance à info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton QA au bas de votre écran. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du Fonds du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, et nos partenaires Astellas, de même que l'Association des urologues du Québec et du Canada. Procure est effectivement non seulement membre de l'Association canadienne d'urologie, mais également reconnu comme le partenaire officiel à l'échelle du Canada pour le cancer de la prostate et pour le cancer testiculaire. Alors, c'est une excellente nouvelle en soi. Cela dit, étant donné qu'on a droit à une excellente présentation, j'aimerais tout d'abord remercier le docteur Bethes d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Vous pouvez donc partager votre écran, docteur Bethes. Bonne présentation. Merci beaucoup, Mme Beauchemin. Présenter, partager. Vous voyez bien? Oui. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ce soir sur le cancer de la prostate. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour la présentation et voici les compagnies pour lesquelles j'ai reçu des honoraires pour des présentations ou pour des comités aviseurs dans les dernières années. Donc, on a un très gros programme ce soir, programme très chargé. On va essayer de faire la lumière sur la place des nouvelles recommandations du dépistage du cancer de la prostate par l'Association des urologues du Canada. Comment diagnostiquer le cancer de prostate, l'utilité des tests d'imagerie tant pour la prostate en dépistage ou suite à des biopsies négatives lors d'un bilan d'extension. Et on va aborder aussi un petit peu le PET-PSMA qui est beaucoup en vogue dans les dernières années. Puis, on va évaluer le rôle de l'APS dans le suivi suite au traitement du cancer de la prostate par soit l'opération ou par la radiothérapie. Donc, on va commencer par quelques données sur le cancer de la prostate. Le cancer de prostate est un cancer très fréquent. Un homme sur 8 au cours de sa vie aura un diagnostic de cancer de la prostate et un homme sur 29 en mourra. On a estimé qu'en 2021, 24 000 Canadiens vont recevoir un diagnostic de cancer de prostate, ce qui équivaut à environ 20 de tous les nouveaux diagnostics de cancer au Canada et que 4 500 Canadiens en mourront, ce qui fait la troisième cause de mortalité par cancer. En moyenne, chaque jour, 66 Canadiens vont recevoir un diagnostic de cancer de la prostate, dont 12 Québécois, et en moyenne, chaque jour, 12 Canadiens mourront du cancer de prostate. Donc, pour le dépistage, pourquoi dépister le cancer de prostate? Le cancer de prostate est un cancer qui est le plus souvent asymptomatique, surtout à des stades précoces où il est guérissable. Les symptômes qu'on peut avoir lorsque le cancer de prostate va être plus avancé sont soit de l'hématurie, la présence de sang dans l'urine, des symptômes urinaires de vidange, donc les gens qui vont présenter un peu les mêmes symptômes que l'hypertrophie bénigne de la prostate, soit de la difficulté à uriner, diminution du jet, forcé pour uriner, même jusqu'à la rétention urinaire, parce que la prostate, en cause d'un envahissement local, bloquerait l'urètre, le canal pour uriner. On peut aussi se présenter avec une insuffisance rénale, ce qui se voit par une augmentation de la créatinine, qui est une détérioration de la fonction des reins, parce que la prostate localement bloque les conduits qui amènent les urines du rein à la vessie. Et si la maladie est répandue au niveau des os, on peut se présenter avec une douleur osseuse. Donc, le but du dépistage, c'est de détecter des cancers cliniquement significatifs chez des hommes en santé. L'APS est
enzyme qui est sécrété par la prostate, qui est spécifique à la prostate, mais qui n'est pas spécifique au cancer de prostate. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs conditions, incluant des conditions non cancéreuses, qui peuvent faire une augmentation de l'APS. On peut voir soit des inflammations, des infections au niveau de l'urine, donc des cystites, des infections de la vessie, des prostatites, infections de la prostate, des rétentions urinaires, donc l'incapacité d'uriner, des manipulations par le pénis ou par le rectum, des touchés rectaux vigoureux quand on faisait des tests pour les PCA3 dans le temps, des relations sexuelles à l'intérieur de 48 heures, possiblement le vélo. Il y a aussi l'HBP, le fait que la prostate soit plus grosse, fait une augmentation au niveau de l'APS. Pour ce qui est des nouvelles lignes directrices du cancer de prostate pour le dépistage avec l'Association des urologues du Canada, 3 grosses études randomisées contrôlées ont été effectuées. Les recommandations sont basées sur ces 3 études, principalement sur l'étude du milieu, l'ERSPC, qui est une étude européenne qui a évalué au-dessus de 160 000 hommes qui faisaient du dépistage d'un côté avec des APS aux 4 ans, plus ou moins un toucher rectal, comparativement à pas de dépistage. Le seuil de positivité de l'APS, qui est variable d'une étude à l'autre, dans cette étude-là, était de 3. Et ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait une réduction relative de 21 du risque de mortalité et qu'il fallait dépister 781 hommes pour avoir une mortalité de sauvée et diagnostiquer 27 hommes pour avoir une mortalité de sauvée. On a vu aussi dans les dernières années, avec la première position du US Preventive Task Force, qui était contre le dépistage de prostate, qui avait une augmentation de mortalité du cancer de prostate, une diminution de l'incidence, donc il y avait moins de cancers de détectés, mais les cancers détectés étaient de plus haut risque. Le deuxième tableau est simplement pour vous illustrer qu'il y a plusieurs associations et que les recommandations des diverses associations ne font pas de consensus, mais la présentation de ce soir va se baser sur le consensus plus récent et notre consensus, le consensus de l'Association des urologues du Canada. Donc, l'Association des urologues propose le dépistage du cancer de la prostate aux hommes dont l'espérance de vie dépasse 10 ans et doit être fondée sur une décision partagée entre le professionnel de la santé et le patient. On recommande de débuter le dépistage à 50 ans chez la plupart des hommes et à 45 ans chez des gens ayant soit des antécédents familiaux de premier ou deuxième degré ou des antécédents d'origine afro-américaine. Tous les patients avec mutation génétique connue, BRCA1, 2, OXB13, sont à évaluer le risque avec le conseiller en génétique. Comment on dépiste? Une combinaison de prise de sang, soit l'APS et le toucher rectal. Donc, les avantages du dépistage, c'est vraiment d'être rassuré de ne pas avoir de cancer de prostate si une anomalie soit avec l'APS ou le toucher rectal et d'éviter les métastases et le décès en lien avec le cancer de prostate s'il est diagnostiqué à un stade précoce. Les inconvénients, c'est vraiment une inquiétude qui peut être liée à un APS élevé parce que, comme on l'a vu précédemment, il y a plusieurs conditions qui peuvent faire une augmentation de l'APS, pas nécessairement juste le cancer de prostate. Donc, ça peut créer un stress aux patients. Puis, il y a l'impact négatif d'une biopsie prostatique. C'est un test qui demeure invasif, un test qui n'est pas agréable. Donc, c'est sûr que les patients, souvent, ont beaucoup d'anxiété reliée au test. Il y a aussi le risque de surdiagnostic parce qu'on peut trouver des cancers qui sont non cliniquement significatifs, ce qui veut dire des cancers qui ne vont jamais causer de problème, qui ne vont jamais se répandre, qu'on ne veut pas traiter. C'est pour ça qu'on fait de la surveillance active de plus en plus pour les cancers de faible risque de Gleason 6. Et dans ce contexte-là, il y a un risque, si on traite tous les patients où on va trouver un petit peu de cancer au niveau de la prostate, de faire un surtraitement. Donc, ce qui est recommandé par l'Association canadienne suite à la décision éclairée et partagée avec le patient, à partir de l'âge de 50 ans ou 45 ans s'il y a des facteurs de risque, de procéder conjointement à la prise de sang à l'APS et au toucher rectal. Si l'APS initial est inférieur à 1, il est recommandé, pas comme avant, de procéder soit annuellement ou aux 2 ans, mais bien aux 4 ans aux prises de sang d'APS et de toucher rectal. Si l'APS se situe entre 1 à 3, de procéder aux 2 ans. Et si l'APS est de plus de 3,
il ne parle pas exactement de la fréquence, mais de faire des APS plus fréquemment, surtout pour voir la vélocité aux 3 à 6 mois, surtout considérant l'âge aussi. Les patients plus jeunes, on va être plus agressifs, mais on regarde la vélocité. Si on a le volume statique par une imagerie, on peut regarder la densité. Une résonance magnétique peut être effectuée. Puis il y a des nomogrammes qui sont des tableaux ou des chartes qui sont mis où on peut mettre l'âge du patient, l'APS, pour voir le risque possible de cancer de prostate. Il est recommandé d'arrêter le dépistage à 70 ans parce que le risque de trouver un cancer significatif après 70 ans était très faible et le risque de mortalité dans l'étude de l'ARSPC n'était pas changé. Donc, après 70 ans, pour ne pas se retrouver avec des chiffres élevés et avoir l'anxiété reliée à ça, si on ne change pas la mortalité, il est préférable d'arrêter le dépistage, mais toujours avec une discussion au cas par cas avec le patient. Puis, si l'APS est inférieur à 1 à 60 ans, il recommande d'arrêter le dépistage parce que le risque de trouver un cancer sur 10 ans est de 3,4 et dans ces cas-là, 90 du temps, il s'agit de cancers de faible risque. Si jamais il y a des anomalies, c'est là qu'on va pousser à la biopsie prostatique. Donc, comment diagnostiquer le cancer de prostate? Je l'ai déjà abordé légèrement. Donc, initialement, on voit soit une prise de sang élevée, un toucher rectal anormal, qui, à l'heure actuelle, va nous mener à une biopsie prostatique éco-guidée transrectale. La biopsie est le seul moyen de diagnostiquer un cancer de prostate parce que c'est le seul moyen d'avoir du tissu pour que les pathologistes puissent analyser les cellules pour voir s'il y a des anomalies qui nous permettent de voir la présence ou non de cancer. La résonance magnétique peut nous aider, nous donner des indices indirects, comme on va voir plus tard, de zones suspectes, mais ne nous permet pas de diagnostiquer ou non le cancer de prostate. Donc, le continuum actuel standard de soins, c'est en présence d'un toucher rectal positif ou d'un APS élevé. L'APS doit toujours être contrôlé à 6 semaines d'intervalle, surtout si le toucher rectal est normal, parce que, comme on a vu précédemment, il y a plusieurs conditions qui font élever l'APS. Si jamais il y a une anomalie à une ou l'autre ou les deux, on procède à une biopsie transrectale. Si la biopsie est négative, on fait un suivi d'APS. Si le tout reste stable, on fait une observation. S'il y a une progression d'APS, on va soit procéder à une résonance magnétique ou faire une rebiopsie. Puis, si la biopsie est positive, s'il y a un cancer non cliniquement significatif, tel qu'on l'a mentionné précédemment, on procède à une surveillance active. Et dans la condition où il y a un cancer cliniquement significatif, on va traiter de manière adéquate le cancer de prostate. Donc, la biopsie prostatique, telle que je l'ai mentionné précédemment, nous permet d'évaluer le score de Gleason, qui est un chiffre basé sur 10, qui nous permet d'évaluer l'agressivité de la maladie. Ça nous permet aussi d'évaluer le type de cancer de prostate. Le type le plus fréquent est l'adénocarcinome, mais il y a toujours des types plus rares, comme des tumeurs à petites cellules, des tumeurs en bague, des tumeurs comme urothéliales, des tumeurs vésicales qui envahissent la prostate, qui peuvent aussi toucher la prostate et causer des anomalies, soit au niveau du toucher rectal et de l'APS. Donc, ça nous permet de traiter adéquatement le cancer. Puis, tel que je l'ai mentionné, l'IRM peut précéder soit une première biopsie ou une biopsie négative avant de refaire une biopsie pour mieux cibler s'il y a des zones suspectes et des zones qui seraient moins bien atteintes par une biopsie initiale. Donc, la procédure standard et la norme, telle que je l'ai mentionné, demeure la biopsie transrectale qui peut manquer parce qu'il s'agit d'un échantillonnage de la prostate jusqu'à 20 des cancers, la majeure partie non significatif, mais c'est pour ça qu'il faut faire un suivi, même s'il y a une biopsie négative après un APS élevé, parce que s'il y a une progression d'APS, c'est là qu'on peut pousser les tests plus, soit rebiopsier, soit faire une résonance magnétique pour voir est-ce qu'on a fait une biopsie à côté d'un cancer cliniquement significatif. Puis, le grade peut aussi être sous-estimé parce qu'il faut comprendre que c'est des morceaux de 1 cm par quelques millimètres qui sont analysés par le pathologiste. Donc, le grade de Gleason peut être sous-estimé d'environ 20 à 30 des cas sur les biopsies prostatiques. Il y a des biopsies ciblées qui peuvent être effectuées. Les biopsies ciblées, c'est des biopsies qui sont faites suite à une résonance magnétique où nous pouvons noter des changements anormaux
au niveau de la résonance magnétique. Il y a 3 modes de biopsie ciblée qui peuvent se faire. Soit des biopsies par fusion cognitive. Ça veut dire que le chirurgien ou le radiologiste qui va procéder à la biopsie va regarder la résonance magnétique, regarder le schéma, si c'est l'urologue qui a été fait avec le radiologiste, puis va refaire une biopsie standard et saturer, ça veut dire prendre plus de biopsies dans la zone où il y avait l'anomalie au niveau de la résonance magnétique pour tenter de capter le cancer cliniquement significatif. Il y a des biopsies par fusion qui demeurent des biopsies transrectales ou parfois transpérinéales où le CD avec les imageries de la résonance magnétique vont être intégrées à la machine. Et comme on peut voir à droite ici, il y a une lésion suspecte qui est là. Et puis, les passages de biopsie sont effectués à de multiples reprises, habituellement 2 à 4 fois dans la lésion suspecte pour être capable de capter le cancer cliniquement significatif. Et il y a aussi les biopsies sous résonance magnétique qui sont très peu disponibles au Québec, plus disponibles en Europe ou sous résonance magnétique. Les aiguilles vont être implantées, il va y avoir des passages directement au niveau de la lésion. Souvent, ça va être 2 passages dans les études qui ont été effectuées, mais c'est une méthode qui est très coûteuse et très peu disponible à l'heure actuelle. Donc, la biopsie transrectale est une chirurgie, une biopsie qui se fait soit à l'hôpital ou au bureau, une biopsie qui est très courte, une procédure qui dure de 5 à 10 minutes. Le patient est couché sur le côté gauche avec les genoux sur la poitrine, les fesses qui sortent légèrement de la table. On met une sonde échographique par le rectum, on gèle la prostate, on fait un bloc de prostate à l'aide de xylocaïne. On prend les mesures de la prostate, ce qui nous permet d'avoir la densité et la grosseur de la prostate. On regarde s'il y a des zones anormalement suspectes, mais l'échographie n'est pas très bonne pour évaluer ça, beaucoup moins bonne que la résonance magnétique. Puis, de manière standard, il y a 12 échantillons qui sont pris, 2 par zone, principalement dans la zone périphérique où 75 des cancers de prostate vont se développer. Pour avoir le résultat, ça prend environ 4 à 6 semaines. Puis les résultats ne sont pas disponibles dans le carnet santé, aucune pathologie disponible dans le carnet santé, mais ça va être disponible la première fois avec le médecin qui a fait la biopsie. Puis sinon, va être disponible aux archives de l'hôpital si vous voulez avoir une copie des résultats. Pour la biopsie, c'est très important d'évaluer avec le médecin avant la biopsie si vous prenez des médicaments pour éclaircir le sang, des anticoagulants, tant pour des arythmies, pour des phlébites, pour des valves mécaniques, des anti-inflammatoires, de l'aspirine ou des produits naturels. On n'a pas besoin d'être à jeun. C'est toujours mieux d'être accompagné, surtout si on peut avoir des réactions vagales. Un lavement est souvent recommandé avant. Puis il y a multiples recettes d'antibiotiques qui peuvent être prises avant la procédure, minimalement du Cipro. De plus en plus, on va combiner du Cipro avec du Monurol, qui est 2 antibiotiques pour diminuer les risques infectieux parce qu'il y a de plus en plus de résistance au Cipro. Suite à la biopsie, on demande d'éviter, comme des longues marches, de l'exercice, relations sexuelles, vélo environ 48 heures. S'il y a des médicaments pour éclaircir le sang, surtout les anticoagulants, on vérifie avec la personne qui a fait la biopsie pour savoir quand reprendre l'anticoagulant pour éviter les risques de saignement et les risques de complications après la biopsie. Ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des douleurs au niveau du périnée, donc en dessous du scrotum, au niveau du pénis, dans le bas-ventre pendant quelques jours, du sang dans les urines, dans les selles, dans le sperme, qui peut aller jusqu'à 6 semaines. C'est le sperme qui va partir en dernier. Souvent, ce saignement-là va rentrer dans l'ordre du sol ou des risques infectieux qui sont environ de l'ordre de 3 Les red flags, pour savoir quand vraiment consulter, c'est s'il y a de la température. Il faut absolument aller à l'urgence pour avoir des antibiotiques par les veines. Parce que si vous faites de la fièvre, ça veut dire qu'il y a une bactérie du rectum qui est allée dans la prostate, qui est rendue dans votre sang. Puis ça peut être une condition mortelle si ce n'est pas traité de manière adéquate. Aussi, si vous avez des problèmes de brûlure de miction qui perdurent après 48 heures, il peut toujours avoir présence d'une infection urinaire, donc communiquer avec la personne qui a fait la biopsie pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Et si vous avez un blocage urinaire complet ou des difficultés à uriner, ça peut faire un petit peu d'enflure au niveau de la prostate. Si vous avez des problèmes urinaires parce que la prostate est un petit peu plus grosse au départ, c'est sûr que ça peut causer des problèmes au long terme. Puis si jamais il y a des saignements qui ne se tarissent pas ou avec des gros caillots,
tant au niveau des urines que les selles, c'est sûr qu'il faut consulter aussi. Donc ici, c'est un exemple pour évaluer le score de Gleason qui se classifie sur une échelle de 6 à 10, 6 étant le plus gentil, 10 étant le plus méchant. Et puis, le score de Gleason nous permet d'adapter le traitement, soit de radiothérapie ou de chirurgie, pour évaluer l'étendue de la chirurgie, puis le meilleur traitement qui peut être effectué à la suite. Puis, le score de Gleason, comme je l'ai mentionné précédemment, peut uniquement être fait sur des biopsies. Donc, on va discuter par la suite de l'utilité des imageries au niveau du cancer de prostate. On va parler de la résonance magnétique prostatique qui nous permet d'évaluer localement la présence ou non de zones suspectes qui pourraient laisser aller suspecter du cancer. Et on va parler d'autres examens qui font partie du bilan d'extension quand il y a un cancer prouvé, puis on veut s'assurer que la maladie n'est pas sortie de la prostate, répandue, donc métastatique. Donc, ils sont là couverts. Donc, les tests, ces tests-là sont des tests qui sont très sécuritaires, qui ont peu d'effets secondaires. On utilise des agents de contraste pour les examens qui nous permettent de bien identifier les structures. Puis, soit un radiologiste ou un nucléiste procède à l'interprétation de l'examen. Puis, c'est recommandé de boire beaucoup d'eau après l'examen pour s'assurer de l'élimination du produit de contraste. Donc, la résonance magnétique, comme je l'ai mentionné, n'évalue pas la présence ou l'absence de cancer, mais donne un score pour des zones suspectes. Puis, ça nous permet d'évaluer s'il y a des maladies qui sont plus cliniquement significatives. Donc, la résonance magnétique est une procédure qui est quand même assez longue, environ 1 heure. On est couché sur le dos. C'est un examen qui est assez bruyant, donc vous allez avoir un casque d'écoute sur les oreilles pour diminuer les bruits. Vous pouvez toujours parler avec la personne qui fait l'examen si vous êtes inconfortable. C'est important de rester immobile pour avoir des bonnes images. Puis, il va y avoir du gadolinium, qui est un agent qui va être injecté par les veines pour avoir une meilleure définition des zones au niveau de la prostate. Il y a un questionnaire à remplir avec votre médecin avant de faire la résonance magnétique, compte tenu que tout matériel de métal peut être délogé. C'est important de faire ça avant l'examen. Donc, s'il y a eu des corps étrangers métalliques dans l'œil, certains pacemakers ne sont pas compatibles avec les résonances magnétiques. Donc, ça, c'est important, s'il y a un pacemaker, de vérifier avec votre cardiologue. Les prothèses, habituellement, il n'y a pas de problème, mais il faut vérifier aussi. Si vous avez des allergies, si vous êtes claustrophobe, c'est toutes des choses qu'il faut évaluer avant la résonance magnétique. Certaines cliniques vont demander un lavement fluide. Certaines résonances magnétiques vont être faites avec une sonde endorectale pour améliorer aussi l'image au niveau de la prostate. Puis souvent, ils recommandent d'être à jeun 4 heures avant, mais quand ils vous appellent pour la résonance magnétique, selon la place que vous le faites, ils vont vous donner tous les détails spécifiques pour procéder à la résonance magnétique. Donc, le résultat est basé sur un système PIRADS. Ils ont aussi ça en sein qui s'appelle le système BIRADS, puis en vessie qui s'en viennent avec un système VIRADS. C'est pour standardiser la lecture des examens pour avoir la meilleure interprétation possible. Il y a 3 séquences principales qui prennent pour la résonance magnétique pour évaluer tous ces chiffres-là. Puis, c'est gradé sur un score de 1 à 5, 1 et 2 étant les moins agressifs, non inquiétants, 3 étant une zone intermédiaire, 4, 5 étant très suspect de cancer de prostate. Le radiologiste va mentionner la zone où il y a la lésion, s'il y a une ou plusieurs lésions, puis la taille de la lésion pour être capable par la suite de faire des biopsies adaptées à cette zone-là. Donc, ce qui est recommandé avec l'INES, avec leur publication de août 2021 pour tenter d'intégrer un petit peu la résonance magnétique dans l'algorithme de traitement du dépistage, c'est que s'il y avait un APS élevé, la résonance magnétique pourrait être utilisée en premier lieu. Puis s'il y a des zones peu suspectes, on pourrait aller vers de l'observation. Mais s'il y a des zones très suspectes, soit faire des biopsies ciblées, ça veut dire uniquement cibler la zone, ce qui n'est pas recommandé par l'Association des urologues du Canada. Ils recommandent d'aller, s'il y a des zones suspectes, d'aller faire des biopsies systématiques plus des biopsies ciblées de la zone.
Puis même avec une résonance magnétique négative, l'Association des urologues du Canada recommande de discuter avec le patient de procéder quand même à une biopsie parce qu'il y a un risque significatif où la biopsie pourrait être je suis désolé, le cancer de prostate pourrait être manqué, même s'il y a une résonance magnétique négative. Donc, c'est sûr que ce n'est pas encore prêt. On n'a pas les ressources au Québec à l'heure actuelle pour implanter la résonance magnétique en premier lieu. On a beaucoup de difficultés d'avoir la résonance magnétique déjà pour des patients avec des biopsies négatives. En Europe, ils sont beaucoup avec la résonance magnétique en première ligne. Ça va probablement s'en venir, mais on n'est pas là encore. Donc, pour le scan et la scintigraphie osseuse, ça nous permet de voir si la maladie est sortie à l'extérieur de la prostate, donc si la maladie est métastatique, soit dans les ganglions du petit bassin au niveau obturateur ou à d'autres organes comme au foie, au poumon, aux os. Le scan est aussi utilisé par les radiothérapeutes pour faire leur marquage, un genre de dessin qu'ils font pour évaluer la dose de radiation qui est donnée pour diminuer la radiation aux organes adjacents et augmenter la radiation qui est donnée au niveau de la prostate. Donc, ils ont besoin de faire un scan de planification qu'ils appellent pour pouvoir être capable de bien cibler la prostate. Donc, si on utilise des rayons X, c'est un petit peu différent de la résonance magnétique. L'examen est très court. Vous êtes couché sur le dos, les bras au-dessus de la tête. Il va y avoir un cathéter qui est mis pour injecter de l'iode. Donc, c'est important de vérifier ou d'aviser votre médecin si vous avez une allergie à l'iode ou aux fruits de mer pour avoir une préparation adéquate avec de prednisone Benadryl pour diminuer les risques. Avec l'iode, on peut sentir une sensation de chaleur, fausse impression d'uriner, goût métallique dans la bouche qui peut être relié avec l'iode. Comme la résonance magnétique, c'est important de rester immobile. Puis, les indications vont être données par le technologue qui fait l'examen durant la procédure. C'est important de vérifier aussi avec votre médecin si vous êtes diabétique, si vous avez une insuffisance rénale, parce que si la fonction des reins n'est pas bonne, on ne peut pas donner de l'iode, sinon on risque d'endommager les reins. Pour cette raison-là, une créatinine, pour être sûr que la fonction des reins est adéquate, va être effectuée avant le scan. La scintigraphie osseuse, ça nous permet d'évaluer les os et savoir si la maladie est répandue au niveau des os. Les indications de faire une scintigraphie osseuse, tant au départ que dans le suivi, c'est si le patient a des douleurs osseuses, si on pense qu'il y a une progression du cancer, si on a des cancers initiaux à risque intermédiaire élevé, donc du Gleason 7, 4 plus 3 avec un APS en haut de 10, ou du Gleason 8 à 10, ou s'il y a des prises de sang qui sont élevées, comme la phosphatase alcaline, le calcium, qui peuvent être des signes indirects de maladie qui est propagée au niveau des os. C'est un examen qui est un petit peu plus long parce qu'il faut injecter le traceur radioactif, puis il faut attendre que le traceur se fixe au niveau des os. Puis après, vous êtes couché sur le dos, sur la table, puis une caméra qui se déplace pour prendre des images. Il n'y a aucune préparation, aucun médicament à être arrêté. La fonction des reins n'a pas d'impact dessus. Puis c'est important de boire beaucoup d'eau pour essayer d'éliminer le traceur après l'examen. Donc, quand on a un examen normal, c'est un examen qui ne va pas capter. Puis comme on peut voir sur l'animation à droite de l'écran, s'il y a des régions chaudes ou des régions qui captent, c'est des régions où il y a une augmentation de l'activité osseuse, puis les métastases du cancer de prostate sont ostéoblastiques. Ça veut dire qu'il y a une réplication anarchique des cellules au niveau des os. Donc, c'est pour ça qu'il y a une captation du traceur à la scintigraphie osseuse. C'est sûr qu'il peut y avoir toujours des faux positifs, des fractures osseuses qui peuvent nous donner des résultats un petit peu ambigus. Puis c'est pour ça, des fois, que l'examen n'est pas blanc ou noir à savoir est-ce qu'il y a des métastases ou non, mais qu'il y a des contrôles qui sont recommandés. Ça, c'est possible que ça peut vous arriver dans le suivi de votre cancer de prostate. Donc, il y a un examen qui est assez récent, qui est le PET-PSMA, qui se fait beaucoup sous protocole de recherche. Le PET standard est un PET-FDG qui n'est pas bon pour la prostate parce que ça se capte au niveau du glucose, puis il n'y a pas beaucoup de glucose au niveau de la prostate, mais il y a le TEP-PSMA. Le PSMA est une protéine qui est mise à la surface
de l'antigène membranaire spécifique là, de la prostate, puis qui est sécrété par les cellules cancéreuses de la prostate. Donc, c'est un marqueur qui va être ciblé par les cellules cancéreuses de la prostate, puis ça permet de localiser même à lorsque les ganglions sont très petits ou à des infimes parties, même moins de 1 cm, quand le cancer de prostate est répandu à l'extérieur de la prostate. C'est sûr que ce n'est pas l'examen standard, ce n'est pas les études à l'heure actuelle en cancer métastatique ou même de première ligne ne sont pas faites avec le PET-PSMA. Puis on ne sait pas si on traite basé sur un PET-PSMA, si on surtraite ou s'il y a un avantage à traiter basé sur le PET-PSMA. Donc, le PET-PSMA est aussi fait en combinaison soit avec une résonance magnétique ou un scan pour nous donner des images à 3 dimensions où il y a une captation. Puis, le plus fréquemment utilisé, et puis ce qui est approuvé aux États-Unis, c'est le gallium 68 PSMA 11. Ça a été couvert. Ce qu'on peut voir au niveau d'un papier canadien qui a été sorti dans le Canadian Urology Association Journal, c'est qu'il y a plusieurs autres conditions, même des conditions bénignes qui peuvent absorber le PSMA, soit des hémangiomes, des angiomyolipomes, des lésions surrénaliennes, thyroïdiennes, de la sarcoïdose. Donc, on pensait que le PSMA était beaucoup spécifique à la prostate, mais on s'est rendu compte avec l'expérience dans les études qu'il y a d'autres conditions qui peuvent capter le PSMA puis donner des tests faux positifs. Il y a aussi d'autres tumeurs comme les tumeurs de thyroïde, les tumeurs pulmonaires non à cellules claires, les tumeurs du foie, tumeurs du tube digestif, du rein, qui captent à différents niveaux, mais on se fait un petit peu la main avec les études et avec le temps avec cet examen-là. Ce qu'on peut voir aussi, les indications suggérées, il n'y a pas beaucoup de données de niveau 1, surtout pour des sauvetages après une prostatectomie, pour être sûr que la radiothérapie de sauvetage locale soit bénéfique et qu'il n'y a pas d'autres maladies à distance. Mais il y a beaucoup de conditions où c'est non recommandé, surtout s'il y a une progression déjà sur les autres imageries quand c'est métastatique. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un examen doit être fait pour changer la conduite. Si un examen ne change pas la conduite, c'est un examen qui est inutile. Pour l'instant, on ne sait pas si le PET-PSMA donne une plus-value, donc c'est très important, si on veut aller vers un PET-PSMA, d'aller sous protocole de recherche pour qu'on soit capable d'avoir plus d'informations quant à son utilisation et à son bénéfice dans le cancer de prostate. Donc, on peut voir ici des images de PET-PSMA où il y a des captations vraiment millimétriques derrière l'aorte. Puis, on peut voir ici là, assez haut au niveau du rétropéritoine, mais des ganglions, une forte captation. On voit le rouge, mais une captation sur un ganglion qui est moins d'1 cm. Donc, ce ganglion-là, à prime abord, si on n'a pas de suivi, n'a pas de l'air suspect de métastase à première vue de cancer de prostate. Donc, on va passer par la suite au rôle de l'APS dans le suivi du cancer de la prostate. C'est vraiment là où l'APS est le mieux et le meilleur, tant par radiothérapie que chirurgie. Le suivi est différent, mais l'APS est beaucoup mieux en suivi qu'en dépistage parce qu'on n'a plus les conditions hautes qui peuvent jouer sur la fluctuation de l'APS. Donc, c'est certain, après un examen, ça prend après les traitements de cancer de prostate, ça prend toujours des suivis avec les APS. À chaque fois que vous voyez votre médecin, vous devez avoir votre APS. Au début, les suivis vont être aux 3 mois, par la suite aux 6 mois, par la suite aux années. Si vous avez de la radiothérapie, souvent le suivi va être en alternance avec l'urologue et l'oncologue, le radio-oncologue. Et puis, le suivi est au minimum 10 ans, souvent jusqu'à 20 ans. Donc, c'est important de créer une bonne relation avec votre médecin traitant parce que vous allez suivre votre médecin pendant un très long moment. Pour le temps de doublement de l'APS, suite à une chirurgie ou suite à un traitement initial du cancer de prostate, lorsqu'on a des petites valeurs, le doublement de l'APS peut donner un indice, mais pas
avec des petites valeurs comme 0,03, 0,05, qui n'est pas vraiment un indice fiable. On va beaucoup se fier au doubling time chez des patients qui ont reçu de l'hormonothérapie, qui ont une résistance à l'hormonothérapie, donc une résistance à la castration, avec une augmentation de l'APS, où on a des nouveaux médicaments qu'on peut donner s'il y a un doubling time rapide. Mais le doubling time n'a pas la même signification à tous les stades de la maladie. C'est beaucoup l'évolution dans le temps de l'APS. Puis le doubling time, on ne peut pas uniquement prendre le doubling time de 2 valeurs. Il y a des chartes où on peut faire le doubling time. Puis ça prend plusieurs valeurs, au moins 3 valeurs avec des dates spécifiques pour avoir un doubling time fiable. Donc, après la chirurgie, on a le diagnostic, on a l'opération. On veut que l'APS, la prise de sang, tombe à 0. Puis, par la suite, on va suivre la prise de sang. Il y a des gens qui vont avoir des récidives biochimiques très lentes. Il y a plusieurs facteurs qu'on regarde aussi quand on a des récidives biochimiques. Le stade de Gleason, le statut des marges. Ça veut dire s'il reste des cellules microscopiques au niveau de la prostate quand on a opéré. Donc, ça nous donne des indices indirects d'agressivité. Mais il y a des gens qui vont faire des récidives biochimiques très lentes qui vont progresser pendant 4, 5, 6 ans avant d'avoir besoin d'autres traitements. Puis, on ne considère pas qu'une récidive suite à une chirurgie tant que l'APS n'est pas à 0,2. La récidive à 0,2, à ce moment-là, on peut faire de la radiothérapie de rattrapage ou radiothérapie de sauvetage. Antérieurement, on faisait de la radiothérapie adjuvante pour des cancers qui avaient un mauvais pronostic, donc des T3, des glycènes élevés avec des marges positives. Les études récentes ont démontré qu'il n'y avait pas d'avantage de faire ça comparativement à du sauvetage. Donc, on fait beaucoup moins de radiothérapie adjuvante qui était beaucoup plus toxique tant pour la continence urinaire que pour les érections et pour les sténoses au niveau de l'anastomose, ça veut dire la connexion qu'on fait entre la vessie et l'urètre, le canal pour uriner. Puis, si on a une récidive par la suite qui continue, puis on voit que l'APS réaugmente entre 5 à 20, mais après ça, on peut donner de l'hormonothérapie, soit intermittente, continue. Il y a eu beaucoup d'évolution au niveau du cancer de prostate. Ça a beaucoup changé, donc c'est sûr que c'est vraiment au cas par cas, mais si on veut faire un tableau, un peu un big picture, c'est un petit peu vers l'évolution qui peut aller. Pour la radiothérapie, parfois la radiothérapie va être combinée avec de l'hormonothérapie pour les risques intermédiaires défavorables. L'hormonothérapie est plus courte qu'on donnait auparavant. Puis pour les hauts risques, avant on donnait 3 ans, on donne maintenant 1 an et demi. Ce qu'on veut, c'est que la prise de sang descende le plus bas possible, ce qu'on appelle le nadir, puis qu'elle stagne le plus longtemps. Le nadir, on veut l'avoir le plus tard possible, c'est ce qui est le meilleur. Puis, désolé, de garder ce nadir-là. En curithérapie, il peut parfois avoir des phénomènes de rebond qu'on appelle ou bounce en anglais. Et puis, le phénomène de rebond, c'est que dans les 2 premières années, il peut y avoir une augmentation de l'APS même s'il y a eu un traitement. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver si vous avez eu de la curithérapie qui ne sont pas inquiétantes au premier regard. Donc, si vous avez de l'hormonothérapie qui est combinée, votre urologue va probablement vous demander combiner à l'APS un taux de testostérone pour être sûr que la castration avec les médicaments est adéquate, pour être sûr que vous avez un bon dosage puis que les injections sont prises. Ça nous permet aussi d'évaluer chez les patients qui ont eu de l'hormonothérapie avec de la radiothérapie, s'il y a une augmentation de l'APS, mais est-ce que c'est une reprise de testostérone ou est-ce que c'est une récidive qui s'en vient? Donc, ça nous permet d'évaluer tout ça. Cette diapositive-là est simplement pour vous montrer toute l'évolution qui s'est faite en cancer de prostate. Les recherches ont été vraiment très importantes là, dans les dernières années, surtout dans des contextes métastatiques de 2e ligne, 3e ligne, tant chez les patients hormonosensibles, résistants à la castration. S'il y a un doubling time rapide, résistant à la castration non métastatique. Donc, le cancer de prostate a beaucoup évolué, même dans des contextes métastatiques ou résistants à la castration. Il y a beaucoup d'options. Donc, même si la maladie revient, ce qui arrive dans à peu près 30% des cas, tout stade confondu, il y a toujours des options de traitement. Puis c'est pour ça qu'il est important d'avoir un suivi, parce que ce n'est pas parce qu'on a enlevé le cancer que la maladie est partie.
puis ça ne peut jamais revenir. Si c'était ça, on ne suivrait jamais les cancers, mais ce n'est pas ça la réalité. Donc, c'est important d'avoir un suivi. Mais il y a beaucoup d'options de traitement si votre, votre statut de performance, votre capacité physique vous le permet, parce qu'on ne veut pas vous rendre plus malade ou on ne veut pas vous donner des traitements que vous ne seriez pas capable de supporter. Donc, en conclusion, je ne suis pas pire dans le temps. Seulement la biopsie nous permet d'avoir un diagnostic du cancer de prostate. L'APS joue un rôle très important tout au long de votre parcours, tant dans le dépistage et surtout dans le suivi après des traitements. Puis, les résultats des examens vont être très importants pour le suivi, l'organisation des traitements, puis qui est très important de comprendre l'implication des tests, quand avoir les tests, quels tests avoir au bon moment. Puis, vraiment, le message, c'est ce qui est important, c'est un test doit changer la conduite. Si un test ne change pas la conduite, c'est un test qui est inutile. Donc, je vous remercie. J'espère que cette séance vous a été instructive. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais commencer avec les questions. Merci beaucoup, Dr. Bethes. C'était vraiment une excellente présentation. Puis justement, l'avant-dernière diapo que vous avez présentée là, sur les avancées en recherche, je peux vous dire tout de suite qu'elle va probablement être prise dans la présentation du Dr. Toren parce qu'il va parler spécifiquement du traitement du cancer avancé le 15 juin prochain. Alors, déjà, les participants là, qui sont intéressés à en savoir un petit peu plus ont eu un avant-goût là, grâce à vous. Si vous permettez, on va revenir au dépistage. J'ai quelques questions. Une des questions qui revient régulièrement, peut-être pas lors d'un webinaire, mais certainement sur notre ligne 1855 lorsqu'on nous appelle, c'est pourquoi est-ce que les médecins ne font plus de toucher rectal? Oui, c'est surtout, c'est sûr qu'une fois le traitement effectué, le toucher rectal a moins sa place, mais pour le dépistage, le toucher rectal est toujours recommandé en combinaison avec l'APS. Il y a 17 des cancers de prostate, si on se fait aux études, qui peuvent se présenter avec un APS inférieur à 4. Donc, on peut, des fois, parfois aussi des cancers beaucoup plus agressifs ou d'autres histologies comme des petites cellules. Donc, c'est pour ça que c'est très important de combiner le toucher rectal avec l'APS, mais pas se fier uniquement à un APS seul. Il ne faut pas hésiter de demander à votre médecin famille de procéder au toucher rectal. C'est certain qu'avec les dernières recommandations antérieures de 2014 du US Preventive Task Force qui allait contre le dépistage du cancer de prostate, ça l'a amené un peu moins dans cette direction. Je pense qu'il faudrait l'amener davantage, surtout si on met du dépistage aux 2 ans, aux 4 ans. Je pense que c'est moins prenant. Les médecins de famille aussi ont moins l'examen annuel à l'heure actuelle qu'il y avait antérieurement. Mais c'est quelque chose qui est très important de combiner les deux. Très bien, merci. Une autre question qui revient régulièrement, c'est à partir du moment qu'on fait une biopsie, est-ce qu'une biopsie ou des biopsies à répétition comme lorsqu'on est sous surveillance active, quels sont les risques de répandre les cellules cancéreuses ailleurs dans les tissus environnants? Oui, on se fait souvent poser cette question-là, surtout des patients craintifs aux biopsies, mais il n'y a pas de risque d'essaimage des cellules cancéreuses en procédant aux biopsies. Pas faire une biopsie peut nous faire manquer un cancer, mais le fait d'avoir des biopsies, puis il y a des patients qui ont 5, 6, 7 biopsies, il n'y a pas de risque de répandre les cellules tant localement qu'à distance. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Justement, une question par rapport à la biopsie ou les biopsies à répétition. À partir du moment qu'on fait une ponction de la prostate à plusieurs reprises, puis qu'on va chercher plusieurs échantillons et qu'on répète cette intervention-là à l'année, aux 2 ans, aux 3 ans, selon le plan de traitement ou le plan de suivi, est-ce que justement aller chercher des échantillons laisse je ne sais pas, un trou dans la prostate? En d'autres mots, il y a des patients qui nous demandent je vais me retrouver avec une prostate trouée finalement à force d'avoir des biopsies.
Est-ce Non, que c'est... non, ça guérit très bien, ça guérit très vite. Comme je vous ai mentionné, la largeur est millimétrique. Le corps est très bien fait pour se régénérer et guérir. C'est beaucoup moins pire qu'une incision qu'on peut faire au niveau du ventre pour fermer et guérir. C'est millimétrique. Il n'y a pas rien qui reste d'ouvert. Il n'y a pas de connexion là, qu'on appelle des fistules qui peuvent se créer entre la prostate et le rectum. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. Ça guérit très bien. Puis le nombre répété de biopsies n'empire pas la guérison. Parfois, ça peut rendre une chirurgie un petit peu plus complexe parce que le plan entre le rectum et la prostate est plus collé. Mais entre une chirurgie ou un traitement plus complexe ou manquer un cancer qui pourrait être cliniquement significatif et causer des problèmes, je pense que la réponse est claire. Très bien, merci. Il y a un patient qui nous a envoyé une question en disant: j'ai lu que la biopsie par le périnée était moins risquée et plus efficace. D'une part, est-ce que c'est vrai? Et d'autre part, si oui, pourquoi cette méthode n'est disponible qu'au privé? Oui, si on regarde les méta-analyses, il n'y a pas plus de complications avec les biopsies transrectales que transpérinéales. Les Européens sont très forts sur les biopsies transpérinéales, surtout pour le risque infectieux. On avait fait une étude, mon collègue chez nous, notre risque infectieux était très faible avec le traitement combiné de Cipro et Monurol. Le problème des biopsies transpérinéales, c'est pour geler. Il faut faire un bloc du nerf honteux qui est un petit peu plus difficile, un petit peu plus complexe. Souvent, il y a moins de biopsies qui sont prises, moins de corps. Il n'y a pas d'études head-to-head, de comparaison head-to-head, mais il n'y a pas d'avantage franc euh, trans, transpérinéal que transrectal. Puis, c'est beaucoup plus cher pour le transpérinéal. C'est pour ça que ce n'est pas répandu partout. Puis c'est moins enseigné. Donc, je pense qu'il faut rester aussi confortable avec une technique qu'on est à l'aise pour avoir des meilleurs résultats. Très bien, merci. Vous avez parlé de la place de l'IRM dans le dépistage. À l'heure actuelle, il y a certains urologues qui vont prescrire l'IRM d'emblée avant même une biopsie. Puis il y en a d'autres, c'est clair qu'on ne va pas du tout avec l'IRM, on va directement à la biopsie. L'IRM ne semble même pas une option pour le patient. Pourquoi est-ce qu'il y aurait cette différence-là où on semble avoir des urologues peut-être un peu plus ouverts justement aux tests d'imagerie avant une biopsie et d'autres qui vraiment disent non, c'est la biopsie qui va nous donner l'heure juste? C'est une très bonne question. Je pense que j'ai couvert partiellement dans la présentation. Je ne pense pas qu'on est prêt encore à un IRM seul qui peut être rassurant. La disponibilité de l'IRM au Québec est extrêmement difficile, même pour des patients qui en nécessitent après des biopsies prostatiques négatives où était vraiment la première niche, la résonance magnétique. Si le système à l'heure actuelle ne serait pas capable d'absorber des résonances magnétiques de première intention à tous les patients, l'interprétation de la résonance magnétique n'est pas faite par tous les radiologistes non plus. La résonance magnétique dépend énormément du radiologiste qui va l'interpréter. Je ne pense pas qu'au Québec, on est encore prêt à faire une résonance magnétique en première ligne. En Europe, ils sont beaucoup pour ça. L'INES s'en va vers ça. Je ne pense pas qu'on est encore prêt. Probablement que dans le futur, ça va venir à ça. Mais je pense que la biopsie reste la première ligne encore à l'heure actuelle. Puis, même avec une résonance magnétique négative, le CUA recommande de discuter quand même la place d'une biopsie. Puis, certainement, avec une résonance magnétique positive, une biopsie s'impose. Il y a toujours le discours entre juste faire une biopsie ciblée ou faire une biopsie systématique plus une biopsie ciblée. Le CUA va dans le sens de faire une biopsie systématique plus une biopsie ciblée. Donc, ça ferait beaucoup plus de biopsies. Il y a toujours une balance entre la détection de cancer de prostate non cliniquement significatif par rapport au cancer de prostate cliniquement significatif, mais en manquer d'autres si on fait juste des biopsies ciblées. Donc, je pense que l'avenir va probablement aller vers ça si on a les ressources au Québec.
mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est prêt à l'heure actuelle. Je pense qu'en première ligne, on devrait aller vers une biopsie. Puis pour les disponibilités qu'on a, garder une résonance magnétique avec des biopsies négatives. Parfait, merci. Une autre question, puis je dois vous avouer qu'on la reçoit souvent également sur notre ligne 855. Alors, c'est un patient qui a une prostate volumineuse, et puis selon son médecin, ce qui expliquerait là, ses problèmes urinaires. Et puis, il dit qu'il a eu une IRM avec un PIRAD de 1 et une biopsie négative en 2019. Et là, en 2021, fin 2021, il commençait à s'inquiéter parce qu'il dit son taux d'APS, qui était de 7 à l'époque, quand il y a eu la biopsie et l'IRM, est rendu à 12 maintenant. J'ai 68 ans. Qu'est-ce que je dois penser? Est-ce que je dois m'inquiéter? Bien, c'est sûr que si on a une progression d'APS, mais pas une stabilité d'APS avec une biopsie qui date de quelques années, une résultat d'année, le patient devrait avoir une nouvelle biopsie. Si la biopsie revient négative, j'aurais tendance à mentionner une volatilité de l'APS avec sa prostate qui est plus grosse, qui rendrait son APS plus sensible si une augmentation à la suite à la détection du cancer de prostate. Ça diminuerait sa prostate d'à peu près 20 puis ça peut aider aussi ses symptômes urinaires. Très bien. On avait une question importante, mais vous y avez répondu. C'était vraiment le doubling time là, de l'APS. Peut-être juste répéter là, pour ceux qui se sont joints à nous là, un peu vers la fin du webinaire. Alors, quelqu'un qui a eu une prostatectomie, à titre d'exemple, et puis 8 mois plus tard, en fait, il y a eu un premier dosage de l'APS. On va dire que son taux d'APS est à 0,05. Et puis, il se retrouve 8 mois plus tard avec un taux d'APS qui est à 0,1. Lui, quand il fait le calcul, il calcule que son taux d'APS a doublé parce qu'on en parle de plus en plus là, du taux d'APS qui double. Alors, peut-être juste rappeler à ce moment-là aux patients que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on calcule un doubling time, d'une part, puis que peut-être que c'est plutôt limité à l'heure actuelle pour l'hormonothérapie quand on devient résistant? C'est sûr que le doubling time, est interprété de manière différente à chaque stade de la maladie. Le doubling time, on ne peut pas juste mettre des valeurs et se dire, OK, la valeur a doublé. Souvent, on se trompe en faisant ça. Il faut vraiment mettre les valeurs dans un calculateur qui est disponible sur Internet. Là, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis, il faut mettre les dates. Puis ça prend au moins 3 APS pour que ce soit valide. Puis ça nous permet d'évaluer de manière adéquate le doubling time. Mais un APS qui va passer de 0,3 à 0,6 ou de 0,03 à 0,06 n'a pas la même signification, puis n'aura pas la même implication de traitement après une prostatectomie radicale que si le même patient est sous hormonothérapie, qu'on voit qu'il est bien castré, puis qu'une progression de son APS, ce n'est pas les mêmes implications de traitement. Les traitements ne se font pas au même moment. C'est sûr que le cancer de prostate est rendu de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de traitements. Ça a beaucoup évolué dans les 15 dernières années, ce qui est une très bonne nouvelle pour les patients. Mais le doubling time n'a pas le même impact. Puis on se sert beaucoup du doubling time, surtout pour savoir la fréquence d'imagerie chez des patients qui vont être hormonoréfractaires ou chez des patients hormonoréfractaires pour voir s'ils seraient candidats, s'ils sont non métastatiques, à avoir une autre ligne de traitement. Très bien. J'ai une dernière question. Quel est le pourcentage de récidive après une chirurgie versus une radiothérapie? C'est pas mal équivalent, tout stade confondu. On ne peut pas dire qu'il y a une approche qui est meilleure que l'autre d'un point de vue de guérison, parce que c'est sûr que dès qu'on a une récidive, on ne peut plus vraiment parler de guérison, mais on a encore beaucoup d'années et beaucoup de qualité de vie en avant qui nous reste quand même si la maladie revient. C'est ça que je dis à mes patients. Mais
tout stade confondu, c'est à peu près 30 qui vont récidiver, mais tout dépend toujours de l'échelle de Gleason, des marges. Il y a plusieurs facteurs à tenir en compte, mais grosso modo, c'est à peu près 30 qui vont récidiver après une chirurgie ou après de la radiothérapie. Bien, écoutez, merci infiniment. Alors, on arrive vraiment à la fin du webinaire. Encore une fois, j'aimerais vous remercier, Dr. Bethes, pour votre précieux temps, là, parce qu'il y en demeure pas moins que vous devez évidemment revoir la présentation, vous assurer là, que ça réponde aux questions des patients. Vous avez quand même mis beaucoup de temps. C'était excellent. On ne l'avait jamais abordé, ce sujet-là, auparavant. Alors, je peux vous dire que c'est un sujet d'intérêt de toute façon, juste par le nombre de participants là, qui étaient avec nous jusqu'à la fin. Alors, encore une fois, Dr. Bethes, merci infiniment. C'était excellent. J'aimerais juste informer pour ceux qui sont intéressés que le prochain webinaire va avoir lieu le 24 mai de 19h à 20h, lors duquel on va aborder, puis dans le fond, on a une certaine suite dans les idées et dans les sujets, la surveillance active avec le docteur Simon Ouellette, urologue de l'hôpital Rimouski, Bas-Saint-Laurent. Alors, soyez des nôtres et consultez le site Procure pour rester à l'affût. Encore une fois, merci, Dr. Bethes. Ici Marie-Christine Beauchemin, c'était Procure en parle. À la prochaine.